Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e numéro de Polycritique, le webinaire mensuel de la FSP, que nous consacrons aujourd'hui au coup d'État en Afrique, une édition sous-titrée Un nouvel ordre prétorien, point d'interrogation, recomposition locale et internationale. Nous avons choisi ce thème ce mois-ci car, vous l'avez tous constaté, depuis 2020, une dizaine de coups d'État est intervenue en Afrique subsaharienne, des putschs qui ont conduit à des changements de régime. Et c'est la vocation de nos webinaires que de décrypter l'actualité politique, qu'elle soit nationale ou internationale, et comprendre comment 30 ans après les premières expériences de démocratisation, de tels coups d'État avaient pu se multiplier en Afrique, eh bien, cela nous a paru un thème particulièrement important. Et les questions que nous allons explorer sont bien sûr d'ordre sociopolitique, comprendre ce que recouvre socialement le nouveau discours souverainiste, anticolonialiste, qui est porté par une nouvelle génération de putschistes au pouvoir, aussi bien à Bamako, Ouagadougou, Conakry ou Niamey, et puis, et bien sûr aussi, les rapports de force internationaux que ces coups d'État reflètent ou transforment ou affectent. Voilà pour les questions, des questions que l'on doit d'ailleurs largement à Richard Banegas, qui a très généreusement aidé la FSP à monter ce webinaire et à recruter, si j'ose dire, en tout cas à inviter 4 intervenants que je vous présente par ordre alphabétique. Pour commencer, Léonard Colomba-Pétain, doctorant à Sciences Po et à terre à l'Université de Lille, au CERAPS, à Sciences Po au CERI, comme Romane Dacuna Dupuis, qui est elle aussi doctorante au CERI à Sciences Po. Vincent Fouché, chargé de recherche CNRS au laboratoire Les Afriques dans le monde de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, l'IEP de Bordeaux, que nous affectionnons à la FSP, comme on a témoigné d'ailleurs la place que nous lui avons réservée dans un numéro récent du MAG AFSP sur la science politique vue de Bordeaux. Et d'Afrique, du Cameroun, de Yaoundé, Mireille Manga Edimo, maîtresse de conférence à l'Institut des relations internationales donc du Cameroun, lyrique à l'Université de Yaoundé 2. Merci d'être parmi nous, d'être avec nous. L'absence de décalage horaire significative aide à transcender les frontières dans certains cas, et avec vous, c'est le cas, et on est ravis de pouvoir étendre ce webinaire, notre série de webinaires en général, le plus possible à travers la francophonie des politistes, ou les politistes francophones plus exactement, car nous formons une communauté scientifique, et plus les frontières peuvent être transcendées, abolies, mieux on se porte. Alors avec vous 4, nous allons dans un premier temps essayer de décrypter cette actualité, mais je veux dès maintenant indiquer à ceux qui nous suivent, ceux qui se sont inscrits et connectés à ce webinaire, que leurs questions sont les bienvenues. Nous aurons une bonne demi-heure de questions-réponses, qu'ils n'hésitent pas à inscrire leurs questions dans la boîte questions-réponses et leurs commentaires éventuels dans le chat, dans ce qu'on appelle la boîte discutée. Alors, pour planter le décor, je crois qu'il faut faire un peu d'histoire, je suis même sûr, parce que il est important de comparer ce que l'on observe aujourd'hui avec ce que l'on a vu dans un passé qui n'est pas forcément si ancien. Et dans quelle mesure, c'est la question que j'aimerais poser à Vincent pour commencer, dans quelle mesure les coups d'État actuels, les putschs dont on vient de parler, ressemble à ce que l'on a connu auparavant dans les mêmes pays, dans la même zone en tout cas, et dans quelle mesure, par contraste, y a-t-il des innovations, des différences importantes? Vincent.
Merci beaucoup Christophe. Alors c'est vrai qu'on réagit beaucoup, au coup d'État récent au Sahel parce que la France est très impliquée et la question de la place de la France est posée de manière très forte, dans ce contexte-là. On va y revenir. Il faut pas oublier qu'il y a eu une première vague de coups d'État, en fait, en gros, entre 2008 et 2012, hein, en Mauritanie, Guinée, Niger, Guinée-Bissau, et qui renvoyait déjà à des formes de dysfonctionnement des régimes, disons, en démocratisation imparfaite, en semi-démocratie, comme on voudra. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment de cette première phase de coup d'État, on a une sorte de jurisprudence qui se met en place. Au fond, on accepte les coups d'État, on va vers des transitions un peu standards, hein, environ 2 ans, qui doivent amener à de nouvelles élections et puis à des retours au pouvoir civil. Et ce qui me semble un peu particulier dans la phase actuelle, c'est qu'on va peut-être un cran plus loin. C'est-à-dire que les militaires, même s'ils n'abandonnent pas la logique officielle de la transition, hein, cette idée que tout ça est temporaire, on a l'impression qu'ils ont un peu pris la confiance, si on veut dire dans le langage d'aujourd'hui, et qu'ils tentent de pousser leur avantage, qu'ils tentent de remettre en cause un peu la jurisprudence pour essayer de trouver les moyens de faire durer la transition. Et puis par ailleurs, effectivement, autre aspect un peu différent, hein, c'est en tout cas dans un certain nombre de ces coups d'État, cette rhétorique anti-française, cette position très forte contre la France, qui tient évidemment à ce qui s'est passé, hein, la guerre contre le djihadisme au Sahel. Mais au fond, il ne faut pas généraliser, y compris dans la série actuelle. Au fond, il y a deux blocs un peu différents, qui me semblent quand même renvoyer à des logiques, pas totalement, mais quand même assez différentes. D'un côté au Sahel, on a des militaires à la fois légitimés par leur lutte contre le djihadisme et en même temps frustrés par l'impact de cette lutte, le fonctionnement de cette lutte. Et donc, c'est la crise militaire qui, d'une certaine manière, autorise l'entrée en jeu des militaires dans la scène politique. De l'autre, on a quelques coups d'État sans crise militaire autour, disons, de séquences électorales, hein, ça peut être avant ou après les élections. Je pense évidemment au Gabon et à la Guinée. Euh, Ce qui est bien évident, c'est que, en tout cas, voilà, ce facteur électoral et politique, il n'est pas absent, hein, des coups d'État du Sahel. On a quand même une sorte d'ambiance de doute, au fond, sur la réalité des démocraties en place, des démocraties qui précédaient ces coups d'État. Merci beaucoup. Alors, on voit d'emblée que, bien sûr, il y a des points communs, mais, et c'est la difficulté de ce soir, on a aussi une diversité d'études de cas qu'il faut à chaque fois réintégrer, qu'il faut historiciser. Et donc, on va essayer de tenir les deux ensemble. Mais peut-être pour continuer sur cette typologie que Vincent esquisse, si on utilise un autre point d'entrée, Mireille, qui est la sociologie des acteurs, qu'est-ce qu'on peut aussi dire de la comparaison avec ce qui a pu se passer dans le passé et la génération actuelle des putschistes, par exemple? Merci de me donner la parole. Oui, cette sociologie des acteurs, pardon, qui permet, à partir de ce qui se passe aujourd'hui, de peut-être intégrer une variable qu'on n'a pas souvent intégrée lorsqu'on analyse les coups d'État. C'est l'expérience, en fait, des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui causent les coups d'État ou qui créent les coups d'État. Et ceux qui en sont victimes. Bon, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, comme dans le passé, hein, ce sont quand même toujours des militaires. Mais à la différence que, tandis que dans certains pays comme le Niger ou le Mali, on a une génération plus ou moins années 60, par là. Dans des pays comme le Burkina Faso, on remarque quand même qu'il y a une génération plus jeune. Avec des militaires nés dans les années 80. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué par mon enquête exploratoire. Mais c'est aussi la formation de ceux qui font des coups d'État. On se rend bien compte que au-delà de leurs actions au niveau local, ils ont quand même des expériences internationales ou régionales non contestables. Soit ils ont formé d'autres militaires dans la sous-région, soit ils ont été formés dans des pays comme la France, la Russie, la Pologne. Ça permet aussi quand même de voir comment les trajectoires influencent le rapport aux politiques. Un autre point, c'est l'entrée en jeu qui est peut-être le plus important, cette interaction quand même entre la société et le politique, c'est-à-dire comment les militaires, comme ça a été le cas par exemple au Burkina Faso, à un moment donné en 2015, où il y a eu avant le coup d'État quand même des mobilisations sociales et par la suite
avec d'abord une première réticence des militaires, mais par la suite des militaires quand même pour faire bouger des choses qu'on n'avait pas avant les années 2000. Je pense que c'est une variable importante à tenir compte, mais aussi, il y a des variables plus personnelles comme la frustration. C'est un peu le cas au Gabon. Je termine par là, puisque même si ce n'est pas le Sahel, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même un cas important en Afrique centrale, où au Gabon, on a quand même un membre de la famille qui est à la fois militaire, un membre de la famille qui a créé le coup d'État. Donc, je pense que c'est des choses du point de vue de la sociologie des acteurs, mais surtout du point de vue des expériences de ceux qui causent les coups d'État ou qui créent ces coups d'État qu'on pourrait examiner pour essayer de comprendre ces phénomènes. Merci, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Mireille. Alors, on voit effectivement des constantes, on dessine une typologie en utilisant ainsi des critères qui peuvent être notamment sociologiques. Si on creuse un ou deux, en l'occurrence deux cas d'espèces, on se tourne vers vous, Romane et Léonard, qui êtes en recherche de thèse et donc nourri par le terrain. Et ce sera à vous, Romane, que je poserai cette même question. Quelle est la spécificité de la trajectoire du Burkina Faso que vous étudiez en particulier à l'occasion de ce putsch? Merci de me donner la parole. En effet, pour faire suite un petit peu aux arguments qui ont été évoqués avant, je pense que le Burkina, pour faire suite aux propos de Vincent, le coup d'État, enfin les deux coups d'État en fait, qui ont eu lieu en quelques mois au Burkina Faso, sont le résultat d'une crise militaire. C'est un pays qui se considère en guerre et qui est en guerre. Et donc, il y avait un gouvernement civil avant ces coups d'État. Et donc, les coups d'État ont mis au pouvoir des militaires, justifiés notamment par l'urgence de la guerre. Et les militaires sont considérés comme étant les plus compétents pour prendre en charge en fait, ces questions sécuritaires. Petit point aussi intéressant sur le Burkina et sur la situation actuelle, c'est qu'il est aussi important de préciser, il me semble, qu'il y a à peu près 40% du territoire aujourd'hui qui échappe, alors disons au contrôle de l'État, mais en tout cas où les fonctionnaires sont peu présents ou en tout cas sont en grave danger. Et donc, il faut aussi mettre en regard ce qui se passe à la capitale, à Ouagadougou et ses coups d'État, avec aussi d'autres zones du pays qui sont au sein de cette nation, mais qui sont beaucoup plus lointaines, en fait, aussi de ces dynamiques-là. Donc, il y a ce pays aussi voit ces coups d'État militaires émerger dans un contexte de fracture quand même un petit peu des territoires. Et enfin, juste pour aussi terminer, rappeler quand même la période sankariste propre au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on le voit, comme disait Mireille, il y a une nouvelle génération de militaires. Ce sont eux aujourd'hui qui ont fait les deux derniers coups d'État. Mais ils mobilisent, ou en tout cas réinvestissent l'imaginaire sankariste, donc de l'époque où Thomas Sankara était arrivé au pouvoir, en treillis, donc aussi militaire, et qui appelait en fait la population donc à travers des discours souverainistes et anti-coloniaux. Et donc, on voit aujourd'hui aussi cet héritage-là, y compris dans les postures et dans les vêtements des militaires au pouvoir. Signe qu'il y a effectivement un effort d'historicisation à faire systématiquement quand on retrace une trajectoire nationale. Léonard, du côté du Niger, quelle spécificité là aussi pourriez-vous dégager? Alors, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Sur le Niger, la grille de lecture, elle est principalement axée autour d'enjeux géopolitiques, stratégiques, énergétiques aussi, avec la question de l'uranium, du pétrole, parce que le Niger s'apprête à booster ses exportations de pétrole dans peu de temps. Mon propos n'est pas de dire que ces enjeux-là comptent pas et qu'ils ne sont pas pertinents, mais je pense qu'il y a eu un cadrage médiatique très focalisé sur des grandes manœuvres diplomatiques qui a eu un peu pour effet de nous faire oublier ou en tout cas de reléguer en arrière-plan d'autres enjeux de politique intérieure qui, eux, tournent autour plutôt de préoccupations sociales et économiques. Je pense que la principale difficulté pour expliquer ce coup d'État, c'est qu'il est aussi un peu le produit de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan appelle un enchevêtrement de crise dans son dernier ouvrage
qui vient de paraître chez Cartala. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une crise sécuritaire, il y a une crise de l'emploi, il y a une crise agricole, une crise pastorale, une crise de reproduction des élites aussi. Et donc, je pense que les clés de compréhension de ce coup d'État, elles sont plutôt à chercher dans cet enchevêtrement de crise que dans un grand jeu géopolitique qui se jouerait entre Paris, Moscou et Washington. Il faut aussi rappeler que le Niger, c'est l'un des États qui a connu le plus grand nombre de coups d'État. Il y en a eu en 74, en 96, en 99, en 2010 et maintenant en 2023. Et si on ajoute même les tentatives de coups d'État qui ont échoué, il y en a eu aussi plusieurs en 64, en 75, en 83, en 2022, ce qui fait quand même un ratio d'une tentative de coup d'État par décennie, en fait. Là, dans cette situation précise, c'était la première fois qu'il y avait une alternance démocratique avec l'élection de Mohamed Bazoum. On n'était pas dans un cas de figure de tentative de maintien au pouvoir ou de cas de flagrante violation des institutions et de la Constitution. Et c'est un peu ça peut-être qui a surpris. Le Niger était décrit un peu comme la success story au Sahel. Après, je rejoins, mais je suis peut-être un peu trop long, mais je rejoins une remarque qui a été celle de Vincent Fouché quand il disait que chaque coup d'État crée un petit peu un précédent et autorise le coup d'État suivant. Il y a une chronologie assez stabilisée du coup d'État qui se joue en plusieurs actes avec la prise évidemment du palais présidentiel, la prise en main des organes de diffusion d'informations, la suspension des institutions et très rapidement un gouvernement de transition. On réintègre une poignée de civils méticuleusement cooptés avec un calendrier de transition plus ou moins long. Et tout ça est tellement stabilisé d'ailleurs qu'il n'y a pas, en tout cas au Niger, il n'y a pas eu d'affolement ou de scène de panique. Tout est resté relativement normal. Et globalement, si toute cette chronologie se déroule sans effusion de sang et si les intérêts des acteurs extérieurs ne sont pas remis en cause, on va voir que le coup d'État va être accepté relativement facilement. Ça a été le cas au Niger déjà en 2010, au Gabon, il me semble, aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui fait la spécificité du Niger, cette réaction très très ferme et sévère d'un certain nombre d'acteurs étrangers. Merci. Alors, nous reviendrons sur cette question de l'acceptabilité du coup d'État, hein. Nous finirons par cette question de l'opinion publique, en quelque sorte, hein. Mais j'aimerais revenir pour conclure ce premier temps sur l'idée tirée des textes d'Olivier de Sardan, d'enchevêtrement des facteurs. Si vous deviez rapidement, les uns après les autres, dire dans quel cas la nouvelle variable islamiste a joué un rôle déterminant, qu'est-ce que vous citeriez comme cas, if any? Est-ce que cette variable-là a pu jouer un rôle déterminant, Vincent, dans un cas ou dans un autre? Lesquels, si oui? Je crois que c'est vraiment le cas au Sahel, hein, Burkina, Niger et Mali, où au fond on est dans des situations qu'on connaît bien par ailleurs dans d'autres continents à d'autres époques, de crise militaire où un défi militaire au fond donne beaucoup de poids à l'armée et puis aussi crée une forme de frustration au sein de l'armée par rapport à un pouvoir civil qui est jugé le coup de poignard dans le dos, les planqués, etc., qui ne donne pas les moyens à l'armée de faire le travail. Il y a un exemple africain qui me vient évidemment en tête, c'est le coup d'État de Valentin Strasser en Sierra Leone, qui a eu lieu pendant la guerre civile et qui était mené par un capitaine de terrain hein, qui revient à la capitale, mécontent de ce qui se passe sur le terrain et qui fait bouger, qui prend le pouvoir à ce moment-là. Mais on pourrait tout à fait penser à toute l'agitation dans l'armée allemande autour de 1918, en fait. On est vraiment dans ce type de logique, à mon avis. Oui, c'est très intéressant. Et là, on peut faire des comparaisons qui dépassent clairement le continent africain. Mireille, un complément sur ce sujet, sur ce point? Vous êtes toujours muted. Ouais, pardon. En complément, toujours mon regard qui est très, très différent. Je pense que mon regard peut-être de l'Afrique est un peu différent, voire très différent de la perspective globale là. Parce qu'il y a eu des cas où cette variable islamiste, par l'action ou la contribution de quelques groupes rebelles dans certaines situations, même de manière indirecte, etc., ne peut pas être
prises en compte en dehors de l'action même des coups d'État, en fait, considérées comme des actions conduites par des acteurs, comme des instruments quand même aussi du changement. C'est beaucoup plus de cette manière que nous on voit, en fait. Je vois les choses, l'Afrique, c'est un instrument, c'est une ressource pour les acteurs. Qu'il s'agisse des acteurs locaux, qu'il s'agisse de ceux qui les mobilisent pour justifier le coup d'État, pour apporter de meilleures solutions aux politiques sécuritaires, etc. Donc, c'est un peu ça. Oui, ce serait une logique de prétexte en quelque sorte qui pourrait… Oui, c'est prétexte, c'est un argument. C'est un argument qu'on légitime et on délégitime en fonction du camp ou de la position dans laquelle on se trouve. Et ça, En tant qu'acteur, vous le verriez à l'œuvre dans un cas plus particulièrement? ben, toujours la partie du Sahel, mais surtout au Burkina Faso, où ça a même fait l'objet des campagnes, des dernières campagnes présidentielles au sein de différents partis politiques en compétition. Et donc, je pense que c'est vraiment une ressource qui est mobilisée pour, voilà, comme l'a dit Roman, pour affirmer ou vendre sa compétence. Roman, est-ce que vous voulez rebondir sur ces propos qui vous sont attribués ou pas nécessairement, hein? Si, juste peut-être aussi un autre élément sur le Burkina, donc je souscris à ce qui vient d'être dit, mais justement par rapport à cette question islamiste et de l'augmentation enfin, des groupes, des actions des groupes armés, dire quand même aussi que, en lien avec l'acceptation des coups d'État sur laquelle on va peut-être revenir plus tard, au Burkina en ce moment, l'armée recrute énormément dans les civils. Et donc, il y a aussi une dynamique en ce moment de martialisation de la société, je ne sais pas exactement comment on pourrait le qualifier, et ce qui, en fait, a aussi pour effet quand même de solidariser, en fait, autour du pouvoir militaire des civils. Et donc, il y a aussi justement cette question islamiste, qu'elle soit un prétexte ou pas, tout de même mobilise en fait et solidarise la société et participe à légitimer les militaires aussi parce que l'imaginaire martial et la posture martiale se diffusent quand même dans la société. Vu les recrutements de civils qu'il y a en masse pour aller au front. Donc, je dirais aussi que ces dynamiques-là, je mettrais aussi ça en avant pour compléter. Oui, très intéressant. Merci beaucoup. Léonard, un dernier mot avant qu'on passe à la dimension internationale, si vous avez besoin d'en dire un. Simplement, peut-être ajouter que le Niger était devenu un peu la porte de sortie de l'opération Barkhane quand les armées françaises ont été évincées du Mali à partir de 2021. C'est une réarticulation qui a été très coûteuse financièrement, logistiquement. Et donc, tout ça a réveillé des craintes du côté français, le coup d'État, que cet ajustement stratégique soit encore une fois remis en question. Idem pour l'Union européenne, d'ailleurs, qui venait de lancer en février dernier une mission de partenariat militaire au Niger. Et les militaires au pouvoir actuellement contestent une idée qu'on entend depuis des années et des années dans le cas du Niger, qui insiste sur le caractère exceptionnel de la trajectoire nigérienne, présentée comme un îlot de stabilité et de sécurité. Le général Tiani, dans ses premières prises de parole, mentionnait et critiquait assez précisément un certain nombre de choix qui avaient été opérés par Mohamed Bazoum, par exemple la libération de certains chefs inculpés pour terrorisme. Il critiquait aussi le fait que Mohamed Bazoum avait pris ses distances justement avec les militaires au Burkina Faso et au Mali. Et donc, c'est d'abord, avant même d'être une mobilisation contre la France, par exemple, au départ, c'était vraiment la question de l'insécurité qui avait légitimé et justifié, en tout cas officiellement, la position des militaires nigériens. Oui, très bien. Ça complète effectivement le tableau. Alors, vous avez ménagé la transition, Léonard, parce que dans ce deuxième temps de notre échange, nous allons maintenant aborder la dimension internationale. On ne peut pas ne pas faire une grande place à cette dimension, d'autant plus qu'on a parfois entendu que derrière ces coups d'État, il y avait la Russie, qu'il y avait des influences extérieures qui jouaient un rôle décisif, et puis que la communauté internationale
comme on dit, hein, fiction utile, faisait preuve de deux poids, deux mesures. Donc, Vincent, pour camper le décor à nouveau sur ce deuxième volet de notre échange, comment est-ce que ces coups d'État se situent sur cette échelle internationale avant de passer, on le verra tout à l'heure, à la dimension régionale? C'est vrai que une fois encore, hein, quand on voit ça de Paris, on a tendance à considérer que tout ça est inspiré par la Russie, voire carrément organisé par la Russie. Je n'ai jamais vu, enfin, voilà, jusqu'à présent, hein, de preuves indiquant que tout ça a été décidé quelque part dans un bureau du Kremlin. Par ailleurs, il faut quand même noter que ce n'est pas du tout cette implication russe qui est claire au Mali, hein. Clairement, la Russie est venue soutenir le régime putschiste. On est en train de voir que aussi bien au Burkina en particulier, on a une équipe de conseillers militaires russes qui est arrivée récemment. Mais ça n'est pas du tout le cas dans tous les pays. Moi, sur la Guinée, par exemple, où je travaillais beaucoup, ou sur le Gabon, on n'a pas du tout de traces, disons, d'implication russe, même si il faut quand même souligner, par exemple, dans le cas de la Guinée, que le régime putschiste, le régime du colonel Doumbouya, utilise au fond la présence russe, hein, au fond cette multilatéralisation du monde, cette nouvelle multilatéralisation, pour signaler, disons, aux partenaires occidentaux, France, États-Unis, que s'ils devenaient un petit peu trop embêtants, ils pourraient peut-être aller du côté de Moscou. Et donc on a vu comme ça, du côté du régime guinéen, des sortes de petits signaux adressés en direction de la Russie, de solidarité un peu avec les régimes maliens et burkinabés, mais au fond en gardant en dernière analyse une distance et en préférant rester plutôt du côté de la France, du côté des États-Unis, en essayant d'avoir une posture, disons, plus modérée en l'occurrence. Il y a même d'ailleurs des régimes civils qui jouent de cette proximité avec Moscou, hein. Le président camerounais, par exemple, a quand même donné quelques signaux en ce sens-là. Donc ça faut pas considérer que ça ne passe que par les régimes militaires. Ensuite, il est bien évident que Moscou, dans certains cas, saute sur l'occasion et encourage et met des ressources. On les voit bien, Wagner, hein, évidemment, dont j'avoue que je me demande dans quelle mesure Wagner n'est pas, au fond, un outil inspiré par l'expérience Bob Denard, hein. Je pense que la France, d'une certaine manière, a donné des leçons en la matière. Et puis, par ailleurs, il faut faire, je pense, preuve d'humilité. Les acteurs africains ne se positionnent pas seulement par rapport à la France. Ils se positionnent d'abord sur des enjeux nationaux, hein. C'est là qu'ils jouent leur coup. Et donc, ils vont au fond utiliser ce que Jean-François Bayard appelle l'extraversion, hein. Ils vont aller là où, au fond, des opportunités s'offrent, et ils vont tantôt aller du côté des États-Unis, tantôt du côté de la Russie, tantôt du côté de la France. Et cette idée que les acteurs africains sont forcément des pions et à la ramasse, à la traîne de grandes puissances, ne prend pas en compte le fait que ces acteurs africains, ils ont évidemment une capacité stratégique. Ils peuvent aller solliciter certains partenariats, en décourager d'autres. Et puis peut-être juste en guise de conclusion, il faut rappeler que quand la Russie avait commencé à s'impliquer en République centrafricaine, voici quelques années, c'était pas totalement sans une certaine, disons, encouragement de la France, hein. Au début, au fond, on considérait qu'il fallait bien quelqu'un pour soutenir ce régime centrafricain que la France, le pays dont la France voulait se dégager. Et donc cette entrée-là, elle s'était faite dans cette circonstance. Évidemment, maintenant, le contexte international a réécrit tout ça. Merci de mettre en relief cette agency que gardent les pays et les régimes, qu'ils soient civils ou militaires. Sur le deux poids, deux mesures que l'on a pu évoquer quant aux réactions occidentales à propos des différents coups, est-ce qu'il y a une logique derrière? Est-ce qu'on voit des ressorts, des constantes? Je crois que c'est comment dire, on le voit d'ailleurs avec éclat en ce moment dans la situation israélo-palestinienne. C'est une sorte de soupçon qui n'est pas sans fondement, il faut bien l'avouer.
au fond, le puissant de la scène, en l'occurrence l'Occident, est toujours soupçonné de jouer du deux poids, deux mesures, et sans doute de manière encore plus forte, parce que précisément, il assume volontiers des positions morales, hein. Évidemment, quand on met en avant les principes et que, en fait, on n'utilise pas toujours les principes et on n'agit pas toujours selon les principes, ça devient, au fond, la légitimité qu'on a à brandir les principes pour justifier sa politique et formuler des exigences est considérablement fragilisée, et c'est ce qui se passe. Très bien, merci beaucoup. Alors, si on descend d'un cran dans la logique internationale pour voir quelles ont été les réactions régionales, on a vu, Mireille, la CEDEAO suivre une espèce de courbe en cloche, monter assez vite en gamme avant de peut-être se ramener à des intentions moins activistes, moins interventionnistes. Comment est-ce qu'on peut évaluer le rôle de cet acteur et éventuellement d'autres acteurs régionaux d'ailleurs, puisque l'Union africaine aurait aussi pu faire quelque chose, en tout cas a dit quelque chose. Il y a un principe de subsidiarité et la CEDEAO a vocation à être en première ligne, mais voilà. Au niveau régional, comment est-ce que ces coups d'État ont été gérés par les institutions? Bon, question, je vois que les regards sont très complexes, mais nous, on voit tout ce qui se passe comme un jeu. C'est un jeu entre différents acteurs politiques, chaque acteur politique avec ses ressources, ses moyens, ses intérêts à préserver, etc., et ses positionnements à assurer. Mais du point de vue de la région, comme vous avez dû le constater, l'Union africaine, spontanément, elle condamne. Elle condamne comme elle a fait, elle condamne en mettant quand même à la marge les États en fait, qui ont subi les coups d'État. Elle a fait, on l'a vu avec le cas récent, l'action du Conseil de paix et de sécurité vis-à-vis du Gabon. Ça a été spontanément fait. Et là, je pense que l'Union africaine, elle est plus constante et cohérente dans la mesure où elle applique un texte qui relève des textes de l'Union africaine. On a la CEDEAO qui va être peut-être un peu plus hésitante parce qu'il y a cette dimension militaire à peut-être mettre en avant ou en jeu à un moment donné. Il ne faut pas seulement condamner avec des verbes ou des discours, mais il faut agir après condamnation. Et je pense que c'est un peu là toute la marche va-et-vient du processus de ce que vous avez dû observer, c'est-à-dire dès le coup d'État, oui, il y a eu des condamnations spontanées, mais après, quand même, c'est un processus, quand il faut prendre la décision d'intervenir, c'est un autre processus politique qui demande des moyens, des ressources, des alliances, des accompagnements, etc., avec en arrière-fond les intérêts à préserver. Peut-être sur ce point, Vincent aura plus de choses à dire, mais moi, je vois un processus politique complexe. C'est quand même 15 États membres qui ont des frontières communes et qui ont des intérêts communs, qui ont des alliances, qui ont des relations au-delà des coups d'État et dont les membres et les leaders aussi parfois se sont retrouvés dans des situations où leurs actions vis-à-vis des constitutions, etc., ont pu être mises en cause. Donc, il faut tenir compte de cette situation complexe et des effets qu'elle peut avoir sur les actions à entreprendre. Voilà un peu comment on voit. Je n'aime pas trop la question des normes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Parce que tout est question de représentation, comment les acteurs se représentent les normes et comment les acteurs voient les enjeux. Si c'est une instrumentalisation, ce sont des usages et c'est en fonction des usages que voilà, les actions font sens aussi. Merci. Oui, et question de moyens aussi, comme vous le dites. Oui, Alors, oui, c'est ça, moyen. Oui, c'est ça. On reviendra vers Vincent à la fin, mais poursuivons notre tour d'écran pour revisiter nos deux études de cas. Et Léonard, dans le cas du Niger, on a le sentiment qu'il y a une autre variable internationale qui a joué un rôle. Un train peut en cacher un autre, hein.
et c'est la question migratoire, semble-t-il. Oui, il y a la question migratoire. Je voulais ajouter peut-être un mot sur la CEDEAO pour dire que il y a bon, d'abord rappeler qu'il y a une position de très grande fermeté de la CEDEAO, poussée à un niveau qu'on avait assez rarement vu, avec, ça a été rappelé, des déclarations disant que la CEDEAO était prête à intervenir militairement. Faut aussi rappeler que le président nigérian, le président Tinubu, a pris la tête de la CEDEAO au début du mois de juillet, en insistant sur le fait qu'il ne permettrait plus que se produisent des coups d'État, en étant déjà très ferme avant le 26 juillet 2023. Et il a été un peu rattrapé par ses propres déclarations et joué un peu sa crédibilité quelques semaines après avoir pris la tête de l'organisation. Et puis une autre remarque était de dire que ce qui était un peu ironique, c'était de voir l'appui français à la CEDEAO, alors que la France, pendant des années, a marginalisé la CEDEAO sur les enjeux de sécurité pour lui préférer d'autres cadres de coopération dans lesquels elle avait sans doute plus de mainmise, comme le G5 Sahel. Pour répondre plus directement à cette question-là des migrations, c'est vrai que c'est un gros enjeu au Niger, puisque en particulier la ville d'Agadez est en fait un carrefour migratoire important. Il y avait une économie très structurée et organisée autour de la migration vers le nord. Et tout ça est très très bien documenté. Il y a des travaux de Florence Boyer, de Julien Brachet qui documentent tout ça. Et c'est vrai que toute la stratégie des Européens dans la deuxième moitié des années 2010, ça a été de former des policiers, des gendarmes nigériens pour tenir le plus loin possible les candidats à la migration, le plus loin possible de l'espace Schengen. Tout un tas de programmes de formation. Mohamed Bazoum était d'ailleurs devenu un invité très apprécié des Italiens. Il a été reçu en grande pompe dans un forum en décembre 2022. Parce que aussi l'île de Lampedusa, je crois que c'était en 2016, j'avais vu cette statistique qui indiquait que la moitié des personnes qui arrivaient à Lampedusa avaient transité par le Niger. Et d'ailleurs, le président Emmanuel Macron voulait faire du Niger, créer des hotspots. Il y avait tout un projet d'externalisation des frontières européennes. Et donc, ce coup d'État, il a réveillé forcément des craintes de nouvelles vagues migratoires. Et il a déçu aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent concrètement qui a été mis dans tous ces dispositifs d'externalisation des frontières européennes. Oui, on voit que la stratégie britannique qui passe, elle, par le Rwanda, n'est pas seule à l'ordre du jour. Et du coup, effectivement, on comprend combien l'Europe a pu être fort mari d'un coup d'État qui ruinait un investissement qui, cette fois, n'avait pas de logique géopolitique, mais des logiques intérieures liées à la question migratoire. Roman, au Burkina, comment est-ce que la question, à la fois d'ailleurs régionale et internationale, s'articule à la dynamique putschiste, en amont comme en aval d'ailleurs? Alors, je vais pas revenir sur ce que disait Vincent, mais il y a aussi au Burkina la question russe, alors qui se pose quand même avec beaucoup moins de... Enfin, il me semble avec qui est moins explicite qu'au Mali. Mais il est vrai qu'il y a des discussions en ce sens-là, mais je ne vais pas revenir sur ce que disait Vincent là-dessus. En revanche, peut-être évoquer la France et l'engagement militaire français au Sahel et comment ça s'imbrique donc avec les coups d'État. Deux choses peut-être qu'il me semble importante de différencier sur cette question. D'abord, le sentiment anti-français, enfin ce qu'on a appelé le sentiment anti-français, qui là parcourt les sociétés sahéliennes et pas que, et qui est devenu un mode d'expression politique. Il y a des manifestations contre la présence française. On a vu très clairement, empiriquement, ce sentiment anti-français prendre de l'ampleur. Et en même temps aussi rappeler, comme le disait Vincent, qu'il faut faire preuve d'humilité parce que ce sentiment anti-français s'inscrit en fait dans une rhétorique qui n'est pas totalement nouvelle, anticoloniale, comme je le disais. On voit aussi l'héritage de Sankara, mais surtout il me semble peut-être que
l'omniprésence de la question du sentiment anti-français masque en fait une autre dimension de la question internationale, c'est-à-dire la place de la France dans la construction et la mise en place des institutions sécuritaires burkinabées. Et là, notamment, on voit par exemple l'Agence nationale du renseignement burkinabé a été construite et a été, on va dire, mise en place avec l'aide des Français. Et donc, justement, on a aussi, avant les coups d'État, mais là, ça a pris une autre forme, en interne, en fait, entre des fonctionnaires, finalement, de différents pays, des conflits ou des désaccords. Et je pense que la nouvelle génération, justement, dont on parlait, s'inscrit notamment là-dedans et dans une volonté aussi de reprendre, en fait, peut-être possession de ses propres administrations. Et ça, c'est à la fois un sentiment, mais on peut aussi le documenter tout à fait empiriquement. Merci beaucoup d'introduire la France dans le débat à travers le cas burkinabé. J'aimerais poser la question à vous tous, à tous les autres panélistes. Est-ce que ces coups d'État sont en effet un tournant dans la zone, au sens où on voit la France évincée, en tout cas victime, comme vous le dites, d'un sentiment anti-français qui peut avoir des conséquences géopolitiques tout de même très fortes. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tournant de ce point de vue-là, ou c'est une péripétie de plus, Vincent? Alors, moi j'ai l'impression au fond que ces épisodes-là, ils actent une usure sur le long terme de l'influence française, dont on voit très bien les paramètres. Alors, la baisse du commerce extérieur avec l'Afrique, la baisse des investissements français directs avec l'Afrique, la baisse du nombre de soldats, la baisse du nombre de coopérants. Enfin, dire, c'est tous les indicateurs, mécaniquement, vont dans ce sens-là. On n'est plus en 1965, il s'est passé quelque chose. Alors, il y a toute une controverse sur le sens de la notion aujourd'hui de France-Afrique, etc. Il y a évidemment encore des choses, des connexions problématiques entre les deux pays, entre la France et le continent africain, enfin les anciennes colonies françaises. Mais il me semble qu'au fond, ces épisodes, ils témoignent simplement l'incapacité de la France à les prévenir. Et l'espèce, on a bien vu la raideur d'Emmanuel Macron face à la chute de Mohamed Bazoum au Niger. On voit bien que voilà, la reality bites, quoi. Enfin, les évolutions objectives des rapports de puissance, la pluralisation objective des portefeuilles diplomatiques des États africains, qui est vraiment spectaculaire depuis en gros, disons, les années 2000. Tout ça, au bout d'un certain temps, ça a des effets de structure qui font qu'effectivement, la France ne peut plus faire ce qu'elle faisait en 1970 ou en 1900, même encore en 1990. Oui, comme si à force d'avoir des différences de degrés, on basculait dans un ordre nouveau. Et c'est la grenouille dans l'eau qui chauffe petit à petit. C'est exactement ça. C'est la métaphore parfaite. Ouais. Avec, c'est vrai, une réaction française d'une raideur, le mot est même faible, hein, visant jusqu'aux artistes et aux personnes de culture, de savoir. Mireille, vous avez déjà réagi, mais faites-le verbalement. Comment est-ce que vous avez... je ris parce que... Allez-y. Ouais, parce que c'est très relatif. L'usure, peut-être, quand on regarde de la France ou de l'international, mais c'est très relatif quand on regarde depuis l'Afrique, parce qu'on se rend bien compte que la France, elle développe d'autres armes, hein. Premièrement, elle mise sur la jeunesse. Sa nouvelle approche des relations Afrique-France qui vise à passer par la jeunesse, mais aussi par les diasporas, à partir même du Quai d'Orsay. On voit bien que toutes les politiques de co-développement, toutes les politiques économiques vers l'Afrique, etc., sont axées sur le financement des projets avec la diaspora, des projets de société civile, etc. Et on voit tout le gros programme, tout le gros projet qui est porté par des intellectuels comme Achille Mbembe, qui, à travers son projet Foundation for Democracy, la Fondation pour la démocratie, a réussi déjà à créer pas mal de centres de recherche bien installés en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, et qui sont animés par les jeunes. En fait, c'est pour ça que je ne fais que dire, j'insiste depuis le début, que c'est des rapports c'est des représentants, c'est vraiment aux normes, parce que même ceux qui vont développer, on se rend compte que les acteurs locaux africains qui développent des discours anti-français
ou pro-russe, pro-chinois, etc., c'est pour sécuriser des positions. C'est pour garantir, sécuriser des intérêts. On se rend bien compte au niveau du terrain africain que la coopération entre ces États-là, je parle des Russes, je parle des Chinois, etc., et les États africains en question, par exemple, au Cameroun, en Afrique centrale, etc., les échanges se font au niveau des élites, entre les élites. La société, elle n'est pas impliquée du tout. Et si, à côté, on a une autre approche française qui est mise sur la société, qui est marginalisée par les stratégies développées par les autres partenaires, je pense que ça peut rester relatif. Le match est ouvert, moi, je pense. En fait, c'est mon point de vue. Je ne suis pas très sûre de l'usure, mais c'est vraiment une recomposition. Voilà, des choses changent, mais il faut pouvoir dire pourquoi ça change, quand ça change, et est-ce que c'est solide ou est-ce que c'est solide, et pourquoi c'est relatif. Je pense que c'est un peu ça. Il y a une jeune génération qui est aussi très mobilisée, instrumentalisée. Il ne faut pas l'oublier. Depuis l'extérieur, Oui. Non, mais merci beaucoup de ce témoignage. On sent que la situation est en flux, disons. Oui. Alors, on ne va pas poursuivre sur cette relation France-Afrique parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. C'est un élément important, mais pas central. Par contre, en convoquant la jeunesse, Mireille, vous nous avez introduit au point de la troisième partie par laquelle nous allons finir cette première séquence. La deuxième, ce seront les questions-réponses que je vous invite toutes et tous, dès à présent à poser dans la boîte questions-réponses. C'est la question de l'opinion publique. C'est-à-dire que tournons-nous maintenant vers les sociétés de ces pays pour mesurer l'impact de ces putschs. Et là, je crois encore qu'on va devoir faire de la dentelle. Chaque situation est différente de la voisine. Mais essayons, et je me tourne à nouveau vers Vincent pour introduire cette dernière séquence, essayons d'avoir, pour commencer, une vision d'ensemble, et puis on va l'affiner petit à petit. On a eu tendance à considérer que ces putschs venaient punir des démocrates qui avaient déçu parce qu'ils ne l'avaient pas été suffisamment démocrates, ou parce qu'ils n'avaient pas suffisamment promu l'économie, le développement économique. Est-ce qu'en termes de régime, néanmoins, on ne voit pas une différence radicale avant et après un coup d'État? Est-ce que c'est la continuité qui l'emporte ou est-ce que véritablement on bascule dans quelque chose d'autre? Et surtout, comment cela est reçu par les opinions publiques, par les sociétés civiles? Et on va faire à nouveau un tour d'écran pour que chacun puisse témoigner. Alors, sur les régimes qui se dessinent, je pense que the jury is still out, quoi. On a vu aujourd'hui, aux jours précédents, l'armée malienne parvenir jusqu'à Kidal, ce qui pendant longtemps était considéré comme difficile. Et on voit, disons que au fond, les régimes militaires, ils ont une certaine légitimité parce que justement, ils interviennent dans un moment de crise, soit une crise militaire ou une crise démocratique. Maintenant, ils vont être pris au mot, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même démontrer quelque chose de ce point de vue-là. Est-ce que le régime malien s'est vraiment mis en ordre et vraiment durablement, a acquis une capacité vraiment durable? Alors, de conquérir Kidal, c'est une chose. Ensuite, de le tenir et de résister face au harcèlement de la guérilla qui va reprendre. Ça, on va voir ça. Donc, voilà, les gens... aussi bien au Mali qu'en Guinée, par exemple, on avait vu un enthousiasme très fort au moment des prises de pouvoir, des manifestations de rue, dans des situations politiques bloquées, au fond, ça avait été très, très bien reçu. Mais évidemment, les gens jugent sur pièce aussi, comme partout. De ce point de vue-là, je vais peut-être parler du cas guinéen que je connais. Le régime, il ressemble beaucoup dans ses outils, en tout cas dans ses outils répressifs et dans la violence de sa répression au régime démocratique qui le précédait, parce qu'il est lui aussi contesté et il utilise aussi, et parfois d'ailleurs avec plus de dureté et plus d'efficacité, la répression. En même temps, on voit aussi, là encore je parle surtout depuis la Guinée, des logiques de renouvellement partiel du personnel politique.
il y a toute une classe d'âge ancienne, un peu de vieux politiciens, qui est mise sur le côté, et on voit des jeunes, des expatriés venir. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays qui ont connu des coups d'État récemment. Reste à voir au fond si ce renouvellement du personnel politique ou politico-administratif se fait dans le sens du mieux. Voilà, il est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Merci beaucoup. On retombe sur la question sociologique que vous aviez déjà abordée, Mireille, mais est-ce que dans d'autres cas, on retrouve ce que Vincent vient de nous dire et qui est très intéressant, du changement dans la continuité et néanmoins un renouvellement du personnel politique, comme si le putsch était peut-être le seul moyen de renouveler les élites politiques qui sinon s'accrochent et se perpétuent telles des lignées, voire des dynasties. Moi, je pense que les différents points que Vincent a évoqués sont pertinents, sont les plus pertinents. Mais je vais toujours me poser la question je prends par exemple l'exemple au Niger, là. Il y a les coups d'État, il y a des condamnations politiques, mais il y a quand même des sanctions économiques qui appauvrissent davantage et qui peuvent empêcher, n'est-ce pas, les putschistes, même ayant de belles intentions, d'atteindre des objectifs qui puissent satisfaire la population. Et là encore, c'est peut-être l'impatience qui pourra créer un autre putsch, pas forcément l'incompétence des putschistes. Donc, je pense que ce sont des situations vraiment complexes, mais d'un autre point de vue, il y a un espoir. Il y a un espoir du point de vue démocratique, parce que pour ceux dans la population qui saluent ces putschs, c'est parce qu'ils se rendent quand même compte que pour avoir ou pour avoir pensé pendant longtemps que c'était impossible de voir un changement, je pense là à un des articles de Vincent Fouché sur les difficiles successions politiques, quand même en Afrique, c'est quand même difficile. Et voir arriver un changement, c'est d'abord quand même une sorte d'espoir, voir des espoirs renaître. Et de ce point de vue, oui, il y a le soutien de la population, mais après, est-ce qu'il y a la patience à attendre pouvoir renouveler l'économie qui a été ruinée pendant longtemps, repenser des stratégies, réintégrer, parce qu'on est quand même arrivé par un coup d'État, on est quand même hors norme, on est marginalisé. Donc, je pense que c'est un processus complexe, mais c'est très intéressant parce que du point de vue démocratique, ça nous ramène quand même à Abraham Lincoln, parce qu'on était quand même dans des situations où on voyait des institutions gouverner. Mais là, avec les putschistes, on voit quand même des individus qui arrivent quand même d'espaces sociaux, politiques complexes et qui, au sein de la population, ont des alliances. Et à travers des alliances, peuvent créer des participations. Donc, je ne sais plus, je préfère rester prudente. Sans enquête, je ne peux pas en dire plus, mais du point de vue démocratique, franchement, c'est une avancée dans un contexte où les successions politiques sont difficiles et que les putschs impose des alternances, impose des changements. Merci. Oui, c'est ça, c'est le putsch comme instrument d'un changement politique impossible autrement. Alors, merci d'introduire ce paradoxe. Merci aussi de faire référence à un point qu'on avait totalement omis dans la partie précédente, les sanctions, qui sont quand même une dimension qu'on a sous-estimée et qui peut avoir des effets, qui a des effets socio-économiques. Alors, Léonard, Mireille a évoqué le Niger, dont vous êtes spécialiste. Est-ce que vous verriez aujourd'hui dans l'opinion publique nigérienne une véritable espérance, attente, inquiétude? C'est difficile, surtout à distance, de sonder les reins et les cœurs, mais j'imagine qu'on peut se faire une idée de l'atmosphère, de l'ambiance, même quand on est loin. Il me semble que les militaires, ils inspirent peut-être plus de sympathie que l'élite politique, en tout cas du PNDS, qui est au pouvoir depuis 2011. Les putschistes n'ont pas la prétention d'être des grands démocrates, mais en tout cas, ils ont la prétention de répondre à deux aspirations et deux besoins, un besoin de sécurité et un besoin d'intégrité. Et là, c'est frappant le décalage qu'il peut y avoir entre
la façon dont on nous parle du PNDS en Europe et la façon dont le PNDS est vu au Niger. En Europe, on nous parle de Issoufou Mahamadou et de Mohamed Bazoum comme des démocrates. Ils sont voilà, réputés pour avoir ramené une forme de stabilité politique, fait du Niger, je le disais un peu plus tôt, un îlot de sécurité, etc. Alors qu'au Niger, ils ont cette réputation de mauvaise gouvernance, on leur reproche une forme d'impunité. Il y a eu des gros scandales de surfacturation, d'ailleurs, au ministère de la Défense en 2019. Il y a eu sous le ministre de la Défense de l'époque. Il y a aussi eu beaucoup d'enjeux de détournement au niveau de la Sonidep, la société nigérienne de pétrole. Et d'ailleurs, Mohamed Bazoum était réputé vouloir s'émanciper un peu de Issoufou Mahamadou, vouloir aller un peu plus loin sur les enjeux de lutte contre la corruption. Il voulait créer une nouvelle structure pour gérer les questions pétrolières, etc. Je pense qu'on a peut-être eu tendance à ériger le PNDS un peu en parangon de vertu démocratique, essentiellement parce qu'il y avait toute une classe politique très prompte à coopérer avec les Européens et les Américains. Mais il y a quand même eu toute une confiscation de la délibération sur les enjeux de partenariat sécuritaire. L'Assemblée nationale qui était... bon, d'abord, il y avait une forme aussi d'hégémonie du PNDS, mais l'Assemblée nationale qui était marginalisée. Des réductions de liberté avec des lois, par exemple, sur les écoutes téléphoniques, une loi sur la cybercriminalité, à chaque fois avec des abus au nom de la lutte contre le terrorisme et les migrations irrégulières. Des mesures d'état d'urgence aussi très, très, très dures dans plusieurs régions, à Difa, à Tawa, à Tillabéri, avec des couvre-feux, des fermetures de lieux de marché, etc. Et tout ça depuis 2015 pour la région de Difa. Et donc, le coup d'État, il est aussi le produit de lassitude par rapport à tout ça, à ces mesures d'état d'urgence qui n'en finissent plus, et à un système, un régime politique, celui du PNDS, où on a le sentiment qu'il y avait quand même beaucoup de corruption et d'affairisme. Merci pour cette mise en contexte qui éclaire effectivement le sentiment de la société tel qu'il est aujourd'hui. Et effectivement, ça ne préjuge pas de la façon dont ce sentiment évoluera. Côté Burkina Faso, Roman, un dernier éclairage avant qu'on ouvre la discussion, et merci à vous tous de poser vos questions comme vous pouvez le faire maintenant. Roman. Alors juste en effet un point, on n'a pas parlé des sanctions, mais très rapidement, juste dire notamment, celles qui touchent le sel et là le Burkina ont des conséquences absolument terribles économiques. Il y a une séquence d'inflation sur les produits de première nécessité au Burkina en ce moment qui pose de grandes difficultés à un pays qui a déjà des conditions socio-économiques très difficiles. Donc dire aussi quand même que ces sanctions sont très dures et en plus, évidemment, renforce les discours en fait, de défiance envers la France. Donc voilà, juste un point là-dessus. Alors, sur l'opinion publique burkinabé, alors, en effet, il n'y a pas eu de mobilisation contre ce coup d'État. Ça, c'est ces coups d'État, c'est pas en tout cas notable. En revanche, je serais assez mal à l'aise à l'idée de dire que l'opinion publique les soutient parce que parallèlement à cela, depuis un an, donc un peu avant les coups d'État, mais les coups d'État ont renforcé cette dynamique, il y a des lois qui passent pour comment dire, limiter en fait le pluralisme politique. Là encore, il y a quelques jours, des opposants politiques au pouvoir en place sont portés disparus et ont été envoyés de force au front. Donc, ce couple quand même, l'opinion publique paraît peut-être favorable à ces coups d'État et c'est vrai qu'il y a une forme de légitimité à ces militaires, mais se met aussi en place, évidemment, d'un point de vue législatif, un ensemble de lois qui visent quand même à contraindre les libertés et aussi qui interdisent, et je finirai par ça, qui interdisent par exemple tout journaliste ou tout post sur les réseaux sociaux qui aurait par exemple visé de décourager les forces de sécurité. Donc, il y a aussi assez peu d'informations, ou alors beaucoup de désinformations, ça dépend comment on peut le voir, sur en fait ce qu'il se passe réellement, parce que je ne suis pas convaincue que tout le monde puisse totalement s'exprimer sur ce sujet. Donc voilà peut-être ce que je pouvais dire, ajouter à la discussion.
Merci beaucoup de préciser effectivement l'ampleur de la répression, hein, et qu'un coup d'État ne va pas sans autoritarisme, et même s'il y en avait avant, ça peut être pire encore après. Alors, à vous écouter et à entendre notamment votre description du coup d'État comme parfaitement routinisé en quelque sorte, hein, sans effusion, quelque chose qui est devenu, je dirais, oui, codifié. Je pense à ce que je connais moins mal, le Pakistan, où pendant quasiment 70 ans, on a eu un coup d'État tous les 10 ans, mais pour 10 ans seulement. C'est-à-dire que jamais les militaires ne s'inscrivent dans une durée qui dépasse la décennie. Et à vous écouter, je me pose la question, est-ce que ces militaires sont là à titre transitoire? Est-ce qu'eux-mêmes se présentent, comme ça a été le cas de tous les militaires pakistanais, comme les meilleurs gardiens de la démocratie qu'ils vont finir par rétablir parce que c'est la norme à laquelle il faut toujours se rendre? Ou est-ce que le discours est beaucoup plus flou et que les intentions elles-mêmes sont beaucoup plus floues? Quel est l'horizon temporel de ce genre de coup d'État? Ce serait très intéressant que vous puissiez, là, avant qu'on ouvre la conversation, préciser ça et même, encore une fois, en prenant des cas d'espèces un peu précis. On refait le tour d'écran une dernière fois, Vincent. Alors, peut-être je vais parler du cas guinéen plus particulièrement. Là, on est vraiment dans une logique où ils assument complètement le caractère transitionnel, hein. Ils sont là juste le temps de remettre de l'ordre. Mais évidemment, ils sont extrêmement flous sur le calendrier. Ils ont en permanence déplacé les buts, les limites au fur et à mesure. L'organisation, disons, toutes les réformes qu'ils ont annoncées comme étant absolument indispensables avant la tenue des élections, en fait, elles s'engagent extrêmement lentement. Donc, on voit bien la logique au fond, hein. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'au fond, c'est une logique qui était très similaire à celle utilisée par le régime démocratique précédent, celui d'Alpha Condé, hein, qui avait aussi été très très habile dans la gestion, très imaginatif dans la gestion de la temporalité électorale, hein, en repoussant les élections législatives de plus de 2 ans, en supprimant tout simplement les élections locales. Enfin, il y avait eu comme ça une manière de jouer le calendrier dont la junte visiblement s'est inspirée. Mais la logique reste celle d'une transition temporaire, quoi. Je pense que pour le Sahel, disons que l'état de guerre, au fond, sans doute, ouvre des opportunités supplémentaires. Merci. Mireille, sur ce point très important quand même de la temporalité des régimes. Ok, merci de me redonner la parole. Sur les cas actuels, ce sera difficile de me prononcer parce que ce que j'ai pas encore vu, c'est difficile. Mais je sais que dans le passé, notamment au Mali, on a eu des exemples où des militaires, je pense à Toumani Touré, ont été auteurs des coups d'État, mais ont préparé quand même la transition et ont organisé des élections. On a vu des régimes stables, mais même si après, ils ont été déstabilisés par le nouveau coup d'État. Après, je suis d'accord avec ce que Vincent a dit précédemment, le cas de la Guinée aussi, tel qu'on voit, en tout cas, quand on voit les institutions qui sont mises en place après les coups d'État, c'est-à-dire les conseils de transition pour la restauration de la démocratie, etc. On peut dire oui, mais quand j'écoute Roman qui travaille en profondeur sur ce terrain ou quand j'écoute Laurent, j'ai envie d'être prudente parce qu'on se rend bien compte que sur le terrain, il y a d'autres logiques. Il y a l'exploitation à titre personnel des ressources. Il y a un relatif intérêt, en fait, une relative mise en évidence de l'intérêt général qui n'est pas assez manifeste. On voit un attachement au pouvoir pour des raisons sécuritaires, etc. Et donc, du coup, la question, moi, je veux juste me poser la question. Au niveau du Gabon, on observe encore ça, parce que c'est nouveau pour l'Afrique centrale, mais je pense que c'est comme tous les autres cas. Est-ce que, voilà, on n'est pas dans une sorte
ce que Jean-François Bayard appellerait révolution conservatrice quand même, du fait des enjeux, du fait de l'appétit pour des ressources, du fait de l'appétit pour les biens, du fait de l'ignorance, de l'intérêt des populations, du fait de la perpétuation de la pauvreté, etc. Donc, franchement, honnêtement, je dis c'est difficile de prévoir et j'y crois à rien parce que ce ne sera pas les premières institutions avec les non-démocraties en avant, etc. Et dans le passé, on a vu des situations où il y a eu ces coups d'État, il y a eu des institutions, mais il n'y a pas eu de changement du tout. Donc, voilà. Donc, je pense que tout est possible et je préfère rester prudente. Merci. Merci et merci de réintroduire l'économie politique qui était toujours sous-jacente à vos interventions, mais là d'une manière plus explicite. Romane et Léonard, pour terminer ce tour de table. Oui, alors peut-être pour poursuivre là-dessus. Alors, en effet, je pense qu'au Sahel, il y a quand même le contexte de guerre, il y a les groupes djihadistes, et je pense que, en tout cas, le pouvoir militaire restera en place tant qu'il n'y aura pas eu peut-être d'autres changements dans ces configurations. Ce qui est important de dire quand même, c'est qu'au Burkina Faso, il y a une révolution civique en 2014 qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré, qui était président depuis 27 ans. Et en fait, ça ne s'oublie pas non plus. C'est-à-dire que il y a quand même, il reste, et les imaginaires démocratiques, mais aussi la matérialité de la démocratie, c'est-à-dire le vote, le pluralisme politique, etc., restent quand même présents dans la société. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un coup d'État qui semble légitime que ces imaginaires démocratiques ont totalement disparu, en fait. Il se trouve que c'est une situation d'urgence, et c'est un peu comme ça que c'est présenté. C'est une forme d'état d'urgence, et on le sait, et on l'a vu en France notamment, les états d'urgence peuvent devenir permanents. Donc ça, c'est plutôt ça la question, en fait, qu'il faudrait se poser, à laquelle j'ai pas vraiment la réponse. Mais par contre, je pense que c'est important de dire qu'il ne faut pas opposer, en tout cas dans la société civile et dans la façon dont les citoyens se représentent leur citoyenneté, il ne faut pas opposer un putsch qui serait finalement une négation de tout ce qui constitue le phénomène démocratique. Les deux peuvent coexister. En tout cas, il me semble que les deux coexistent au Burkina. Même si, encore une fois, la situation, je ne suis pas pour autant optimiste, mais voilà, il ne faut pas quand même simplifier trop, en effet, ces grilles de lecture-là. C'est ce qu'on essaye de faire, garder la complexité tellement inhérente à ces situations en ligne de mire. Léonard, un dernier mot avant qu'on ouvre le débat, car les questions maintenant fusent. D'accord. Alors, moi, j'avais plutôt une remarque, une vraie réponse à votre question. Et cette remarque, elle concerne l'omniprésence des militaires dans la vie, pas que politique, dans la vie culturelle, associative, sportive aussi, nigérienne. Par exemple, le président de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, c'est un militaire. Et on va retrouver plein de militaires à la tête de structures associatives et sportives. Et donc, cette omniprésence des militaires, je vois une forme de continuité. En fait, je vois mal les choses changer, en tout cas de façon soudaine. Très difficile de répondre à la question, un peu comme le disait Mireille Manga un peu plus tôt, tout va très, très, très vite. En tout cas, si on revient sur le précédent coup d'État qui a eu lieu au Niger, donc en 2010, il y avait une forme de transition assez exemplaire, où on était dans une situation où Mamadou Tandja voulait rester au pouvoir, voulait se maintenir, avait fait une réforme, avait fait voter une réforme de la Constitution pour se maintenir, et les militaires avaient joué un peu ce rôle de gardien de la démocratie. Et très rapidement, enfin, le coup d'État avait eu lieu en février 2010, je crois, et un an plus tard, vous aviez déjà une élection qui avait donné d'ailleurs la victoire au PNDS. Et je voulais juste faire une toute petite dernière remarque très rapide sur les sanctions, l'impact des sanctions. Ça a déjà été évoqué, mais pour en rajouter peut-être une couche,
pour dire que le montant global de l'appui budgétaire au Niger, il a été divisé par 4 depuis le coup d'État qui a eu lieu. Avec un budget national qui a été réduit de 40%, et ça a un impact très, très, très fort. On a beaucoup insisté sur les sanctions, enfin sur pas les sanctions, mais la question des visas étudiants et les visas des artistes qui n'avaient pas pu être délivrés. Il ne faut pas que ça nous fasse oublier qu'il y a, je crois, 700 000 personnes supplémentaires qui pourraient tomber dans une situation d'extrême pauvreté en 2023 en raison de ces mesures de rétorsion économique. Et je pense que les putschistes nigériens, qui eux aussi étaient déterminés à aller jusqu'au bout, ont un peu joué leur carte pour se légitimer, qui était la carte de la mobilisation populaire et la mise en scène d'une posture que Achille Mbembe appelait néo-souverainiste, et qui s'est joué dans tout un ensemble de petits affronts diplomatiques, notamment à l'endroit de la France, avec cette séquence un peu ubuesque où, autour du maintien de l'ambassadeur de France, dont on empêchait le ravitaillement, etc. Et bien, je pense que le registre de la mobilisation contre la France, il peut aussi se comprendre en miroir de ces sanctions très, très, très dures. Et c'est un élément fédérateur. Je pense que ce discours anti-français, il a été exacerbé en fait avec cette crise. C'est pas lié à votre question là, mais Non, mais c'était important d'y revenir et effectivement, les sanctions en général ont cet effet finalement assez contre-productif. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions et aux commentaires et on va pouvoir écouter Michel, Siméon, Abdourahmane qui ont tous les trois demandé la parole. Mais en attendant qu'on les fasse venir à l'écran, je vous lis les commentaires ou les questions qui sont dans la boîte questions-réponses. Et je commence bien sûr par le commentaire de Richard Banegas, sous le parrainage duquel, sous les auspices duquel se tient ce numéro de Polycritique. Et Richard dit: pour apprécier plus finement les soutiens et oppositions internes aux putschistes, il me paraît important d'insister sur ce que disait Roman quant aux mesures de restriction de l'espace civique et la répression qui s'abat depuis des mois sur toute parole alternative et la terreur politique, le mot n'est pas trop fort, qui règne à Bamako, Ouaga ou à Conakry, y compris dans les espaces académiques. Voilà la répression des collègues de l'université de Niamey qui ont voulu prendre leur distance vis-à-vis du putsch, et on pense à eux, particulièrement fortement aujourd'hui dans un contexte où la liberté académique doit être défendue partout, et notamment dans les pays victimes de ce genre de coup d'État. Autre commentaire de Azizou: très bon débat. À mon avis, il faut aussi mettre dans l'analyse le rôle des intellectuels. On y revient. Par exemple, le travail d'intellectuels et penseurs tels que Achille Mbembe, Felwine Sarr, Mamadou Diouf et autres, nos collègues expatriés, mais toujours proches de nous, c'est ma parenthèse, dont la réflexion ont éveillé des consciences des jeunes Africains, notamment sur les incohérences de l'aide internationale, sur la valorisation des savoirs endogènes, sur les séquelles de l'esclavage et la nécessité de redéfinir les rôles, etc. Tout cela crée dans l'imaginaire des Africains une volonté de nouvelle décolonisation. C'est un point que Mireille avait déjà évoqué et qui, effectivement, mérite d'être réaffirmé. Troisième commentaire, avant qu'on passe aux questions: il y a comme une obsession démocratique, c'est Antoine qui fait ce commentaire, dans toutes les interventions, exception sans doute de M. Pétain qui a évoqué sans trop insister là-dessus la question de la sécurité. La question est celle de savoir si tous ces coups d'État au Sahel en particulier ne répondent pas à un besoin fonctionnel porté par ces sociétés, celle de l'effondrement de l'État dit post-colonial, en particulier dans un contexte de recours à l'ex-puissance coloniale et moins porteuse d'agréments sécuritaires, en particulier depuis l'entrée de l'armée malienne à Kidal. Est-ce que par ailleurs cela ne délégitime pas tout le narratif post-colonial? C'est moins une question qu'un commentaire quand même, et vous voyez dans ces différentes interventions la diversité des prises de position à laquelle on pouvait s'attendre. On va maintenant écouter Michel, Siméon et Abdourahmane. On a un quart d'heure, on ne pourra guère déborder. Soyez concis dans vos interrogations et on va écouter vos trois questions avant de donner la parole pour finir à nos quatre intervenants. Abdourahmane, allez-y. Oui, bonjour et merci donc pour l'invitation, et merci à
aux intervenants. Et moi, je suis moi, je suis en Afrique et je combats pour la démocratie de manière non violente en République de Djibouti et j'ai été surpris. Et souvent, je suis surpris quand dans un pays africain, il y a un coup d'État, on a l'impression que dans chaque pays africain dirigé par un régime autoritaire, qu'on préfère un coup d'État, les gens, l'opinion. J'imagine mal que Donald Trump, par exemple, nous l'avons vu, les problèmes de la démocratie américaine, ne pouvait pas s'accrocher tout simplement parce qu'il y avait des institutions fortes et démocratiques. J'imagine donc aux États-Unis qu'il y ait eu un coup d'État. Pareil en France, si jamais il y a des problèmes, un débat politique, qu'il y a un coup d'État. Donc, la question que je pose ici, on a l'impression souvent qu'on pose dans les analyses, surtout dans les médias, par exemple, la première question qui est débattue, qui est analysée, c'est pourquoi il y a eu ces coups d'État. Je pense qu'on ne pose jamais comment éviter les coups d'État en Afrique. Par exemple, donc, au lieu de poser la question pourquoi, comment peut-on éviter qu'il y ait plus un coup d'État en Afrique? Merci Abdourahmane. Votre question recoupe en fait celle de Absolo dans le chat. Pour quelles raisons l'Afrique de l'Ouest est le foyer principal en Afrique où prolifèrent des coups d'État par rapport à d'autres régions du continent? Ce sera une question subsidiaire en quelque sorte, mais liée à celle que vous posez. Est-ce que Siméon peut maintenant enchaîner? Merci de me passer la parole. Moi, je crois que l'épidémie des coups d'État et l'acclamation quasiment messianique des putschistes en Afrique témoignent d'une seule chose, c'est qu'il y a une alter-politisation. L'investissement de l'espace public ou bien du champ démocratique par l'armée prouve qu'il y a une critique de la démocratie, une critique des institutions internationales, il y a une critique de l'ordre tutélaire néocolonial. Et donc, à mon avis, il y a une évanescence de la démocratie qui est enclenchée parce que quand on voit l'osmose entre l'armée et si vous voulez, les sociétés civiles, on a plus l'impression que peut-être qu'on ne reviendra plus à un ordre démocratique tel qu'on l'a observé au début des années 1990. C'est mon point de vue, c'est le sentiment que j'ai. Moi, j'ai l'impression que l'ancrage de ces mouvements est beaucoup plus profond qu'on ne puisse l'imaginer. Ça dépasse, si vous voulez, une analyse simplement centrée sur la haine de la France. C'est beaucoup plus une critique aussi des institutions. Je crois que ça masque également des revendications peut-être culturalistes de réformation des institutions politiques en Afrique. Donc, moi, c'est ce que je vois, en fait. Merci. On va aussi donner la parole à Thierry Oyono qui a levé la main et avant lui à Michel Mendomo. Mais je vous lis entre-temps la question de Amoussoulé Diallo, question double en fait. Ces différents coups d'État ne puissent-ils pas leur source de la gestion chaotique des affaires gouvernementales? Le coup d'État du Tchad est-il analysé de la même manière que ceux des 3 autres pays du Sahel? Vincent, on refait un cycle, le dernier, je pense. Quelques remarques, peut-être un peu en désordre, mais d'abord sur cette question, pourquoi l'Afrique de l'Ouest plus que l'Afrique centrale? Alors, je pense qu'il y a ce facteur djihadiste qui est quand même un facteur important, c'est-à-dire que c'est une question qui place l'armée au centre et puis qui place la relation avec la France au centre. Et donc, on voit bien comment dans tous les pays du Sahel central, ça a un impact. Mais je pense que ça renvoie aussi à des choses plus fondamentales dans l'histoire longue des États et des sociétés. C'est vrai qu'on a vu des formes de démocratisation plus poussées en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Il me semble que c'est lié à des questions à long terme, la formation de la société civile, les réseaux commerciaux, le rapport État-société, notamment autour des ressources naturelles. Une Afrique de l'Ouest, au fond, qui s'est plutôt construit
sur l'organisation de production agricole assez décentralisée, avec la formation de paysannerie ou de bourgeoisie paysanne un peu structurée. Enfin, voilà, en Afrique centrale, on a plutôt des sortes des comités de plantation, en fait, hein, beaucoup plus contrôlés par l'extérieur. Enfin, voilà, il me semble qu'il y a des explications qu'on peut chercher de ce côté-là. Enfin, c'est un mélange, en fait, de cette explication par la situation militaire du Sahel central et puis ces structures un peu plus longues, quoi. Sur la violence hein, de ces régimes, j'en ai un peu parlé pour la Guinée. Enfin, Richard a souligné le point. C'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est effectivement, voilà, il y a certains chercheurs qui au fond évoquent au Sahel la mise en place d'une sorte de fascisme en fait, hein, d'une logique comme ça d'unification au fond autour de l'armée et de l'État, de suppression radicale du pluralisme, qui est effectivement extrêmement préoccupante et qu'on voit effectivement à l'œuvre. Hein, j'en ai dans le cas guinéen, alors qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là, justement, d'espèce d'exigence d'unité nationale dans la lutte contre l'ennemi. On a quand même effectivement un niveau de pression très très fort et plus fort en vérité que celui du régime précédent. Oui, il y a quand même une différence, il ne faut pas la nier. Mireille, comment répondre à ces questions qui viennent pour la plupart d'ailleurs du continent africain, en Allô? rebond sur celle de Richard? Ah, Thierry, vous êtes Oui, connecté? Alors attendez, on va Oui, prendre l'action de Thierry qui a maintenant retrouvé sa D'accord. connexion. Allez-y le plus brièvement possible. oui, vraiment désolé pour le petit problème technique. J'essaierai d'être bref. Donc, ma question est simple. Elle vient en réaction d'un discours de plus en plus montant, de plus en plus prégnant, notamment celui de l'échec de la démocratie qui serait occidentale. Donc, aujourd'hui, moi, je m'interroge. J'essaye d'être concret. Je me demande aujourd'hui, les Africains évoquent un échec de la démocratie à l'occidentale, ok, mais aujourd'hui, on nécessite en même temps une réflexion profonde, un questionnement profond des besoins en matière de démocratie du peuple africain. Mais est-ce que cela peut se faire avec les militaires? On voit dans le Sahel et plus récemment au Gabon que c'est toujours les militaires qui sont là, il y a des agendas qui sont là, mais on continue de remarquer quelques tripartouillages législatifs qui montrent la volonté manifeste de perpétuer euh, qui, euh, certaines pratiques qu'il y avait dans les régimes précédents. Et moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que politique, je ne suis pas forcément du domaine, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Merci. Bon, on va passer la parole à Mireille tout de suite pour répondre. Très, très rapidement, pour dire que, vraiment très bref, pour dire que même la prise de pouvoir, c'est un processus complexe qui demande des ressources. Pourquoi ce sont les militaires qui monopolisent ou qui confisquent en fait, c'est cette capacité. C'est parce que effectivement, voilà, il faut connaître le milieu. La sociologie des acteurs au début nous a permis quand même de nous rendre compte que tous les coups d'État réussis, voire la plupart des coups d'État réussis, ont quand même été menés par des anciens militaires qui ont servi soit à la garde présidentielle, soit de manière très proche au sein du régime. Ça, c'est la première chose. On a vu dans le cas du Burkina Faso, où quand la population, elle a anticipé, a commencé à contester face à une intention de voir modifier la Constitution, elle n'a pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout de l'action. C'est quand même l'armée qui, bien qu'ayant empêché, après avoir empêché en 2014 pour protéger le président en place, qui a quand même facilité les choses en 2015. Donc, on voit quand même que les armes sont importantes pour pouvoir changer les situations qui ne changent pas. Et c'est vraiment ça le problème en Afrique centrale. Pourquoi, dans le sens de la question qui a été posée auparavant, pourquoi plus de coups d'État en Afrique de l'Ouest? Je partage totalement les réponses qui ont été données par Vincent. En revanche, on se rend quand même compte qu'au-delà de tout, l'Afrique de l'Ouest est quand même particulière. Il y a des ressources dans le sol, mais c'est quand même historiquement une des régions où l'histoire militaire fait un sens.
je compare à l'Afrique centrale, où les présidents de la République, je veux dire ceux qui sont restés au pouvoir ou qui sont au pouvoir le plus longtemps possible, ne sont pas forcément des militaires à la base, qui est quand même différente de ce qu'on a en Afrique de l'Ouest, où c'est vraiment toute une histoire qui se construit dans la formation, etc. Et où on a même eu, dans les cas où on a eu des enseignants, c'est-à-dire, je ne sais plus si c'est au Niger ou c'est pas au Mali, en fait. Il y a un cas en Afrique de l'Ouest, un cas que j'ai lu, où on a eu quand même des putschistes qui, avant de devenir militaires, étaient dans des enseignants, des intellectuels, etc. Et à un moment donné de leur parcours, ont sollicité faire des formations militaires. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique centrale. En tout cas, ce n'est pas le cas d'Ali Bongo, ce n'est pas le cas du président du Cameroun. Exceptionnellement, peut-être l'ancien président tchadien, mais je pense que c'est des éléments à prendre en compte pour comprendre pourquoi dans certains contextes c'est possible, ça persiste ou voilà, où ça ne change pas. Et je pense que c'est tout. Pour les mesures de restriction, je suis très, très d'accord. Je remercie d'ailleurs Richard pour cette contribution très forte. J'aurais aimé qu'il la partage, que ce soit partagé avec nous, qu'on prenne bien note parce que c'est vraiment pertinent et c'est très intéressant, important à comprendre. L'opinion publique, un aspect qu'on n'a pas mis en évidence, c'est quand même tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux hein, et qui sont portés par les supporters de ces militaires. Je comprends maintenant pourquoi c'est un très faible nombre et que toutes les pages sur les réseaux sociaux sont pro-putschistes. Je comprends par l'explication qu'a donnée Roman parce qu'en même temps, je me demandais comment que des mobilisations pro-putschistes et comment un nombre faible de suiveurs, quoi, c'est-à-dire de ceux qui relaient l'information. Donc, ce qui a été dit et par Richard et par Roman et Laurent ont aidé aussi à comprendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, les réseaux sociaux fabriquent l'opinion publique et la déforment. Roman, Léonard, si l'un de vous peut répondre à la question concernant le Tchad, ce serait bienvenu. Est-ce que vous mettez ce cas dans le même type de coup d'État que ceux du Sahel? Ce ne sera pas Roman qui répondra, visiblement. Mais vous répondrez à autre chose, allez-y. Non, mais alors sur le Tchad, je sais pas, je connais assez mal le coup d'État. Je sais voilà, que la France avait des liens avec le Tchad, etc. Mais je pense pas être assez au courant de ce qui se passe au Tchad pour en parler. Mais juste peut-être par rapport à cette discussion sur la démocratie et la question de démocratie, putsch, etc. Je pense que de toute façon, il y a on est obligé de simplifier sémantiquement en utilisant ces termes qui, a priori, s'opposent. Mais je pense que c'est tout ce qu'on a essayé aussi de montrer là, c'est justement la porosité en fait et la difficulté qu'il y a à saisir les dynamiques politiques actuelles parce que plusieurs registres en fait coexistent. Et voilà, donc je voulais revenir là-dessus parce qu'il y avait des commentaires un peu en ce sens. Et aussi souligner en effet peut-être que ça n'a pas été, enfin je ne l'ai pas assez dit pour le Burkina, mais il est évident que les coups d'État sont aussi, et peut-être avant tout pour revenir sur ce que disait Léonard, des résultats de dynamiques internes. Et qu'il ne s'agit pas ici, enfin en tout cas ce n'était pas le sens du propos, de tout lier soit aux logiques internationales, soit le penser comme étant juste une volonté de se démarquer de la France. Il y a évidemment des logiques totalement internes et en effet, c'est un mode d'expression politique pour critiquer les institutions telles qu'elles fonctionnaient ou telles qu'elles fonctionnent dans les pays. Donc, voilà. Aussi, rappeler évidemment que ces coups d'État concernent les institutions des pays en premier lieu, telles qu'elles existent matériellement. Voilà. C'est sûr. À l'interaction de l'interne et de l'externe, on est sur le fameux ruban de Moebius. Léonard. Oui, alors moi non plus, je ne suis pas du tout connaisseur du Tchad, donc je ne vais pas vous faire croire quoi que ce soit. Oublions-le, on va trouver notre solution. Sur la question de la démocratie, j'abonde dans le sens de Roman et je me pose une vraie question, ce n'est pas une question rhétorique, et je me demande, est-ce qu'il y avait vraiment des espaces de contestation, mais de production d'une parole contestataire qui soit véritablement entendue sous Mohamed Bazoum et son prédécesseur? On a peut-être tendance à réduire ou à appeler démocratie les situations dans lesquelles il y a une compétition électorale avec une définition très formelle de la démocratie, mais pas forcément une définition substantielle. Et
par exemple, il y a eu des dynamiques contestataires, il y a eu le mouvement, le M62, qui était très fortement mobilisé, notamment contre la présence militaire française, mais aussi contre la vie chère, tout simplement. En fait, face aux dynamiques contestataires qui étaient bel et bien là, le gouvernement du Niger a répondu sur un mode un peu binaire qui était soit de coopter les opposants modérés dans la majorité présidentielle, typiquement Ibrahim Yacouba et son parti, ou de réprimer les voix les plus récalcitrantes. Et d'ailleurs, en 2021, il y a eu une élection qui a écarté la voix d'opposition la plus influente, c'était Amadou, qui était pris dans des affaires judiciaires, donc qui n'a pas pu se présenter à cette élection. Et beaucoup disent que si s'était présenté, il aurait battu le candidat du PNDS. Et par ailleurs, il y a beaucoup de membres de l'opposition qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour des raisons parfois un peu dont on peut discuter. Par exemple, Abdoulaye Seydou, qui était l'une des figures de proue de ce M62, qui était un mouvement très massif. Moussa Tchangari, qui est peut-être la voix la plus influente de la société civile nigérienne, qui lui aussi a été inquiété à de multiples reprises pour le fait d'avoir organisé des rassemblements non autorisés. Et à côté, vous avez des Européens qui, quelque part, chantent les louanges du PNDS comme un régime parfaitement démocratique. Donc ce décalage-là aussi, il crée des frustrations et l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie. Et c'est pas très difficile de comprendre ces arguments-là à la lumière de tout ce que je viens de mettre en avant. Oui, on a mis à bas la démocratie, mais ce n'était pas la démocratie en vérité. Vincent, le mot de la fin. Oui, deux petites choses d'abord sur le Tchad quand même. Alors, bon, le Tchad, c'est un coup d'État, mais enfin, c'est d'abord une succession dynastique en vérité, puisque c'est le fils le fils militaire du général-président militaire qui prend le pouvoir, alors effectivement avec une entorse à la constitution tchadienne, mais au fond, on est là dans une logique extrêmement différente de celle des coups d'État sahéliens. Et puis, sur cette question de, au fond, est-ce qu'on est face à une remise en cause fondamentale de l'enracinement démocratique? Je relisais un rapport de Afrobarometer justement pour préparer la séance et je vais citer. 2 tiers des Africains, donc c'est un des instituts de sondage les plus sérieux d'Afrique, donc il fait vraiment un gros travail depuis plus de 20 ans maintenant, d'enquête d'opinion sur le rapport aux politiques, qui est vraiment un travail très sérieux. 2 tiers des Africains, alors avec les limites évidemment, c'est des sondages d'opinion, donc voilà, modulo les problèmes que pose ce type de méthodologie. 2 tiers des Africains préfèrent la démocratie à toute forme de gouvernement. De plus, de fortes majorités rejettent l'autocratie, 80%, et les régimes militaires, 67%. Mais seulement 38% se disent satisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne dans leur pays. Et je crois évidemment que c'est ça qui est en jeu. Et d'une certaine manière, ces coups d'État, ils s'inscrivent complètement dans la conversation sur la démocratie, au fond. Qu'est-ce que c'est la vraie démocratie? Est-ce qu'à certains moments, des militaires qui font le travail et qui permettent de vaincre les djihadistes et de donner à manger et qui gouvernent mieux, parce que c'est évidemment ce que prétendent les militaires, et il va falloir voir ce que ça donne, et il va falloir voir ensuite comment les opinions publiques africaines vont traiter cette expérience-là. Évidemment, je crois que c'est ça le sujet. La conversation est engagée et d'une certaine manière, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que c'est une conversation qui au fond, est relativement récente, en vérité. Il y a eu une expérience coloniale qui était une fermeture absolument totale de l'espace politique, une réouverture très brève, au fond, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis en fait, suivi d'une refermeture quand même très forte. Donc, d'une certaine manière, voilà, la conversation, elle a lieu. Oui, et donc ce que vous nous dites, c'est par là que nous avons commencé, c'est qu'on est quand même à l'aube d'un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui relève d'une transformation qui dépasse les trajectoires nationales, et donc peut-être un tournant, mais c'est trop tôt pour le dire, effectivement. La conversation, on l'a engagée, nous aussi, avec nos amis africains, et ça a été, j'espère, un plaisir pour vous tous, même si le sujet n'était pas nécessairement des plus réjouissants. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que ce ne soit que le début d'une relation plus suivie, que la FSP et ses associations sœurs sur le continent francophone, bien sûr, associations francophones, parce que la FSP a vocation à parler français,
eh bien que cette relation s'intensifie et qu'on puisse multiplier ce genre d'échanges. Alors, pas seulement en visioconférence, espérons qu'un jour ce sera à l'occasion d'un congrès de la FSP en France. Vous serez en tout cas invités, conviés et informés avant tout. L'information, elle continuera parce que de ce webinaire sortira 1 ou 2 ou 3 articles chez notre partenaire AOC. Et puis, vous aurez bientôt un lien sur le site de la FSP qui vous conduira au replay, à l'enregistrement. N'hésitez pas à le diffuser d'ici le prochain numéro de Polycritique que nous espérons pouvoir consacrer à Gaza. On restera dans des questions internationales, une difficulté plus grande encore. Espérons que nous serons en mesure de le traiter. Merci à vous toutes, à vous tous, et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à Yaoundé. Merci à vous. Mireille. Merci. Merci beaucoup, bonne Merci à soirée. tous. Merci à Bonne vous. journée, merci. Merci, au revoir.